nous parle, l'emprise de la novlangue sur nos sociétés. Bonjour Jean-Paul Fitoussi. Bonjour. Jean-Paul Fitoussi, professeur émérite à Sciences Po Paris, ancien président de l'OFCE. Voilà. Et puis Jean-Paul Fitoussi, c'est la commission Fitoussi-Stiglitz sur le bien-être. Enfin, on ne vous présente plus. Et donc, comme on nous parle, Alain Souchon, on nous prend pour des cons alors qu'on est une foule sentimentale. Jean-Paul Fitoussi, la première thématique, on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est la novlangue. Et là, vous y allez fort, vous tapez au cœur, vous citez Goebbels. Voilà. Vous dites, le but c'est d'empêcher les gens de penser. Oui. Oui, parce que ça m'a frappé. La première fois où j'ai été frappé par cet objectif-là, c'est au moment de faire une émission de télévision. On me disait surtout, soyez simple. Ils ne comprennent pas. Autrement, personne ne va vous comprendre. Ils prennent les gens pour des cons. Comme dirait Alain Souchon. Donc ils prennent des gens pour des cons. Or, par la parole, passe l'essentiel. Si je leur donne une parole pauvre, une parole réduite à la façon de Goebbels, parce que Goebbels disait quelque chose d'effrayant. Je ne veux pas que vous pensiez comme moi, mais je veux réduire le langage de façon à ce que vous ne puissiez penser que comme moi. Et c'est ce qui était en train de se passer. Et j'ai pu recoller les morceaux après une dizaine d'années de la pensée unique, si je puis dire. C'était essentiellement au début des années 90 et dans les années 90 que la pensée unique s'est développée. Le terme m'a toujours gêné, pensée unique. Comme la monnaie. Et maintenant, j'ai compris qu'en réalité, ce n'était pas une pensée unique. C'était un vocabulaire réduit qui ne permettait d'exprimer qu'une seule pensée. Et c'était un peu comme si le programme de Goebbels avait été jusqu'à aboutissement, et comme si ce que nous raconte George Orwell était advenu. Parce que, bon, la pensée unique, c'était quelque chose de vraiment fort, et c'est toujours quelque chose de vraiment fort, parce que ne pas y adhérer, j'aime pas le terme pensée unique, encore une fois, disons pensée dominante, ne pas y adhérer vous expose à des inconvénients. En termes de carrière, en termes d'exclusion, en termes de plafond de verre que vous allez rencontrer tout au long de votre vie. Parce qu'on va dire, comment il a voté contre le référendum? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous y revenez dans votre ouvrage, sur les motifs de votre vote contre. J'y reviens parce que maintenant on s'aperçoit, si vous voulez, à quelques années de distance, on s'aperçoit à quel point on avait été stupide de construire la Constitution là et de marcher allègrement, de piétiner allègrement la démocratie pour la construire. Parce que c'est ce qu'on a fait. En laissant les gens voter et en annulant leur vote, sans le leur dire. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est rarement advenu dans l'histoire. Donc, effectivement, en Hollande, on a acheté les Hollandais pour qu'ils annulent le résultat du référendum de 2005. Et en France, on a dit, bon, il y a le référendum, on ne peut pas acheter le gouvernement pour annuler le référendum, on le fait passer par le Parlement. Et le Parlement n'a pas annulé le référendum, mais il a, disons, adopté des lois qui correspondent exactement à ce qui avait été voté par référendum. Ce qui fait qu'on se trouve dans la situation comme s'il n'y avait pas eu de référendum, ou de comme si les Français n'avaient pas voté. Ce qui m'avait frappé aussi dans cette utilisation du langage, c'est que le non l'avait emporté avec 55% des voix. Et pourtant,
ceux qui l'avaient emporté se pensaient comme minoritaires, parce qu'on leur disait « Comment vous avez pu voter comme ça ?» et surtout, on leur disait qu'ils n'étaient plus, ils n'appartenaient plus au cercle de la raison. Ils avaient quitté le cercle de la raison. C'était déraisonnable, ce qu'ils faisaient. C'était déraisonnable de ne pas accepter une constitution de 400 pages, vous voyez. Alors venons-y justement sur cette novlangue et ce cercle de la raison. En gros, ce sont des verrous, c'est une somme de verrous, c'est ce que vous nous dites. Hein. C'est une somme de verrous. C'est fameux, c'est la règle d'or, c'est... Voilà. Oui, c'est ça, c'est une somme de verrous qui s'exprime par des règles de langage et par des règles arithmétiques. L'arithmétique étant la langue des langues. Donc on peut, en généralisant, dire qu'il s'agit d'un problème de langage. Et on va régir toute une société en manipulant le langage. Et au travers du langage, en manipulant les gens. Et effectivement, lorsque vous regardez les programmes télévisés aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on est passé de la communication, enfin, de l'information à la communication, et que maintenant on en est à la propagande. Absolument. On en est à la propagande. Et c'est frappant parce que j'ai vu ça. Je suis né en Tunisie, vous voyez. J'ai vécu une partie de ma vie en Tunisie. C'est de la propagande. Vous avez cette image forte, hein, vous dites, quand une réforme passe mal, par exemple, il y a eu un problème de communication. Oui, en revanche, quand elle passe bien, il n'y a pas eu de problème. Oui, c'est ça. Vous imaginez? Ça veut dire que si on s'y prend bien, on fait passer ce qu'on veut. Si on s'y prend bien en termes de communication, vous avez des mots très durs contre la réforme des retraites. Hein. Ah oui. Ouais. Oui. Oui, là aussi, c'est un usage de la novlangue qui fait penser ou miroiter l'égalité, alors qu'en réalité, la réforme consiste à entériner la plus grande des inégalités, qui est l'inégalité devant la mort. Vous voyez, on vous dit, pour chaque franc cotisé, eh bien, on aura la même retraite. À chaque franc, j'ai dit, vous voyez. Chaque euro cotisé. Chaque euro. C'est un lapsus significatif. On aura la même retraite, mais en réalité, on ne meurt pas au même âge. Et donc avoir le même rendement par euro cotisé est d'une injustice absolue, selon que vous vivez 65 ans ou 80 ans. Oui. Donc on se moque du monde, parce que je ne peux pas penser une minute que les gens qui produisent ce type de retraite ne le savent pas, ceux de réforme ne le sachent pas. Je ne pense pas non plus que les politiques à la mode aujourd'hui ne sont pas conscients, enfin, que leurs réformes, ce sont des réformes qui avantagent une catégorie de la population aux dépens des autres. Je prends l'exemple qui est devenu emblématique, qui est celui de la baisse des charges sociales. Tout le monde applaudit. La baisse des charges sociales, ça fait payer moins d'impôts aux entreprises, et ça pourrait permettre même, si c'était la baisse des charges sociales salariés, d'augmenter les salaires nets perçus par les salariés. Mais on réalise à aucun moment que ça fait baisser le salaire global. C'est-à-dire le salaire qui permet de payer l'indemnisation du chômage, de payer l'assurance maladie, de payer le système de retraite. À la limite, c'est comme si l'on faisait payer les salaires par le contribuable. Donc, évidemment,
les grands bénéficiaires, ce sont les entrepreneurs. Qu'il s'agisse de la part salariée ou salariale, hein, de la part patronale ou salariale, des cotisations. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, absolument. Donc il y a là une confusion qui est véhiculée par la langue, parce qu'on a abandonné l'ancienne langue qui disait il y a le salaire direct et le salaire indirect. Mais là, on vous dit carrément, on ne vous parle plus de salaire indirect, on vous parle de charge sociale, et on vous dit il faut baisser le salaire indirect. En gros. Mais personne n'entend il faut baisser le salaire indirect et tout le monde applaudit à la baisse des charges sociales. Alors évidemment, la novlangue, l'emprise de la novlangue, c'est le point d'entrée. Et cet ouvrage, en vous lisant, je me suis dit, tiens, c'est le « Indignez-vous » de Jean-Paul Fitoussi. Et pour en parler, je vous propose de vous retrouver pour une deuxième interview, où on va évoquer aussi la question du coronavirus. Parce que au motif de cet ouvrage, il y a quand même cette idée que vous dites, là, la responsabilité est historique, parce qu'on parle de vie ou de mort. Merci Jean-Paul Fitoussi. C'est où